Alors, si on n'utilise pas des animaux, comment faire? Alors ça, c'est souvent la question, l'argument, la question qui tue des chercheurs qui utilisent des animaux. Oui, mais si vous nous privez d'animaux, comment on fait? Alors je vais revenir à mes 4 catégories. Pour l'enseignement, il n'y a aucune obligation d'utiliser des animaux. Donc c'est très simple, les professeurs peuvent choisir, ils ont des propositions de l'enseignement de l'éducation nationale, mais peuvent quand même choisir s'ils vont faire des dissections à leurs élèves, etc. Antidote n'est pas du tout spécialiste dans le domaine de l'enseignement, enfin des méthodes d'enseignement. Nous avons une campagne qui s'appelle Enseigner sans animaux, qui consiste en des conférences faites par notre directeur dans des collèges, dans des lycées et même dans des universités. Mais nous ne sommes pas spécialistes de ces méthodes-là et nous travaillons avec une association qui s'appelle Interniche. Donc si vous êtes intéressé par le sujet, vous trouverez le lien bien sûr vers cette association sur le site d'Antidote. Il y a énormément de méthodes pour enseigner la biologie, la médecine humaine, la médecine vétérinaire, la zoologie, tout ce qu'on veut sans utiliser des animaux, sans sacrifier des animaux. L'association Interniche propose un catalogue de, je crois, près de 1000 méthodes différentes. Donc si le sujet vous intéresse, vous irez voir cette association-là. Les méthodes alternatives, c'est quelque chose qui se développe à la vitesse grand V. Ici, par exemple, c'est le compte-rendu du 9e congrès mondial sur les méthodes alternatives qui s'est tenu à Prague en 2014. Ce congrès mondial se fait tous les 3 ans. Le prochain se tiendra en 2017 à Seattle. Et ce livre-là comporte près de 900 rapports. Alors, c'est pas un rapport n'égale pas une méthode différente, donc ça concerne différentes méthodes. Ça ne concerne pas que des méthodes qui servent à remplacer les expériences sur des animaux, parce que c'est quelque chose qui est basé sur les 3 R, donc ça mentionne aussi des expériences qui permettent d'utiliser moins d'animaux ou d'essayer de réduire la douleur provoquée par les expériences sur des animaux. Antidote ne soutient pas les 3 R, mais il y a quand même près de 900 rapports là-dedans, donc vous voyez un peu le dynamisme de la recherche de méthodes alternatives. Vous avez dans ce rapport de nombreux articles présentés par l'association Interniche. Et donc cette association a constaté, ils ont travaillé avec des universités, avec des lycées, l'enseignement à tous les niveaux. Et on a constaté que aussi bien les élèves que les professeurs étaient généralement très satisfaits des méthodes qui n'utilisent pas des animaux, que l'enseignement se faisait mieux, justement souvent mieux qu'avec des animaux en utilisant ces méthodes modernes. Et c'est tout ce que je vous en dirai pour l'enseignement, parce que, je vous dis, moi, c'est pas le domaine que nous développons le plus. Donc la deuxième catégorie, c'était la toxicologie. Comment faire en toxicologie sans tester les substances chimiques ou les médicaments sur des animaux. La toxicologie, c'est le cas le plus compliqué. On a vu l'enseignement, c'était le plus simple, parce que la loi n'impose pas d'utiliser des animaux. La toxicologie, c'est compliqué parce que, comme je vous l'ai expliqué au début, certaines lois imposent qu'on teste sur des animaux. Alors, le problème, c'est que, du point de vue scientifique, il existe des méthodes fiables et qui ont beaucoup d'autres avantages sur l'utilisation des animaux. Ces méthodes sont souvent beaucoup plus rapides et beaucoup moins chères que d'utiliser des animaux. Et le problème, c'est qu'on est bloqué par la réglementation.
Parce que la réglementation ne prend pas en compte ces méthodes-là, ne permet pas qu'on utilise ces méthodes si elles n'ont pas été validées. Et alors c'est vraiment une situation ubuesque parce que les tests sur les animaux, eux, n'ont jamais été validés. Donc la réglementation, elle impose des tests qui n'ont pas été validés, dont on a de plus en plus d'éléments de preuve comme quoi ils ne sont pas fiables pour l'homme, et elle refuse des méthodes qui seraient fiables, qui sont fiables pour l'homme, qui sont valables scientifiquement, et qui n'ont pas été validées. Alors le processus de validation et d'acceptation réglementaire, parce qu'il y a deux étapes, quand on veut utiliser une méthode qu'on appelle les méthodes alternatives en toxicologie. Le problème, c'est qu'il faut d'abord obtenir sa validation et ensuite son acceptation réglementaire. Et que l'ensemble de ce processus peut prendre jusqu'à 15 ans. Alors vous imaginez les progrès que fait la science en 15 ans. Ça veut dire que les méthodes qui sont validées aujourd'hui, eh bien, elles sont dépassées depuis très longtemps par des méthodes beaucoup plus performantes qui sont apparues depuis, mais qui, elles, devront attendre 15 ans, 10 ans d'obtenir leur validation et leur acceptation réglementaire. Donc la prochaine fois qu'on vous dira que les normes protègent la santé humaine, méfiez-vous, parce que vous voyez, la réglementation, elle est vraiment très en retard par rapport aux possibilités scientifiques actuelles. Il y a quand même quelque chose qui va dans le bon sens. En 2007, l'Académie nationale des sciences états-unienne a publié un rapport qui s'intitulait « Test de toxicité au XXIe siècle, une vision et une stratégie ». Ce rapport avait déjà le mérite de dire que les tests sur des animaux ont des limites. C'était dit en termes très prudents, mais ça quand même, ce rapport, c'est quand même le début de quelque chose. Ça a vraiment fait démarrer une recherche en direction des méthodes de toxicologie moderne. Et donc, il y a tout un nouveau vocabulaire qui est apparu dans ce rapport, qui parle de criblage à haut débit, de stratégie de test intégrée, de voies de toxicité, de QSAR, de références croisées. Je ne vais pas expliquer dans le détail, sauf plus tard s'il y a des questions précises là-dessus. Je vais quand même vous citer un chiffre. Et donc ce rapport a donné lieu à des choses très concrètes aux États-Unis. Donc il y a un programme qui s'appelle TOX 21. Et donc il y a une petite présentation dans ce livre dont je vous parlais. Les personnes qui travaillent dans ce programme ont réussi à tester en une semaine 10 000 substances chimiques différentes sur une batterie d'à peu près une trentaine de tests, donc des tests basés sur des cellules humaines en culture, sur des méthodes modernes. Donc voilà, c'est ça qu'on appelle le criblage à haut débit en fait. C'est de soumettre à une batterie de tests un très grand nombre de substances. Et vous voyez bien que ce genre de choses est tout à fait impossible, impensable sur des animaux. Pour savoir si une substance est cancérigène, ça prend 2 ans en utilisant des animaux, rien que pour savoir si elle est cancérigène. Donc là, vous avez en une semaine, avec une plateforme robotisée, des données fiables pour l'homme, puisque ça a été fait sur des cellules humaines, sur 10 000 substances. Alors ces tests, il faut utiliser un grand nombre de tests, parce que évidemment, chacun fournit une petite part des informations. Donc il faut comprendre que les responsables de la réglementation sont appelés à changer complètement leur mode d'évaluation des dossiers, parce que évidemment, quand on veut savoir si une substance est cancérigène ou pas, on fait les tests qui durent 2 ans sur les animaux, et voilà, vous avez une réponse oui ou non. Alors que là, il faut quand même voir un tableau un peu plus complexe de la chose. D'un autre côté, les tests sur les animaux, ça peut être très simpliste aussi. Hein,
Donc, le problème là, c'est vraiment la réglementation. Et du point de vue scientifique, moi je vais juste vous donner, j'avais juste prévu de vous donner un tout petit exemple, un tout petit aperçu. Là vous avez une photo, je ne sais pas si tout le monde voit ici, derrière le dessin. Vous avez la photo d'une puce à ADN. C'est une méthode qui est très utilisée. En fait, vous voyez que des points de couleur, c'est pas très explicite. Mais c'est une photo réelle d'une expérience de ce qu'on appelle de toxicogénomique. Chaque point représente un gène humain dont on connaît la fonction, qui a été exposé à une substance chimique donnée. Et la couleur vous indique si le gène a été surexprimé ou au contraire inhibé par la substance chimique. Ça, c'est la couverture du hors-série de notre revue. Ce sont des expériences réelles que nous avons faites en 2005. Les résultats complets sont publiés sur notre site. Et nous avions évalué 28 substances et nous avions, en quelques jours, nous avions évalué le potentiel cancérigène de ces substances, si elles pouvaient être des perturbateurs endocriniens, si elles étaient cancérigènes par quel mécanisme, parce que ça c'est une chose que vous ne pouvez pas obtenir sur des animaux. Même si le test sur l'animal vous dit que la substance est cancérigène pour l'animal, parce que rappelez-vous qu'une substance peut être cancérigène pour le rat et pas pour la souris, et donc pour l'homme on n'en sait rien. Mais même si vous voulez vous baser sur le résultat obtenu sur l'animal, vous ne savez pas par quel mécanisme. Et donc, c'est intéressant parfois de savoir qu'est-ce que la substance fait exactement sur notre génome et sur nos cellules. Donc, on avait pu évaluer le potentiel cancérigène, le potentiel de perturbateur endocrinien, si ça pouvait entraîner des problèmes neurologiques, etc. Je n'ai plus en tête, c'était en 2005, mais vous pourrez le voir. Donc ça, c'était une utilisation, un exemple d'utilisation de la toxicogénomique. La toxicogénomique, à l'époque, nous étions des pionniers en Europe. Nous avions eu du mal à trouver des laboratoires qui puissent faire ça en Europe. Maintenant, c'est une des méthodes les plus utilisées. Elle fait partie de ces batteries de tests dont je vous parlais tout à l'heure, là, des stratégies de tests intégrées. C'est une méthode de criblage à haut débit. Donc en 2005, nous avions fait cette étude sur 28 substances et en 2012, nous avions publié une autre étude où nous avions mis en évidence l'effet synergique, ce qu'on appelle l'effet cocktail des substances chimiques. Puisque vous avez entendu tout à l'heure, André, dans le film, vous a dit qu'on peut avoir 300 substances chimiques dans le corps, chacun d'entre nous. Si on fait un prélèvement sanguin ici, voilà, 300 substances qu'on a cherchées. Ça veut dire qu'il est possible qu'on en ait beaucoup plus, parce qu'on trouve que ce qu'on cherche en la matière. Donc si ça se trouve, nous avons 500 ou 600 substances dans le sang, ça on ne peut pas savoir. Et donc ces substances, sur les animaux, on les évalue une par une. Mais ces substances, elles peuvent dans le corps, elles peuvent circuler dans le sang, elles peuvent se rencontrer, elles peuvent interagir. Et alors qu'est-ce qui se passe là? Et là, les animaux ne donnent aucune donnée sur les effets cocktails. Vous imaginez tester déjà deux substances sur le même animal. Au bout de 3-4 substances, vous ne comprenez plus du tout ce qui se passe, quoi. L'animal, non. Alors que par toxicogénomique, nous l'avions démontré, nous avions montré l'effet cocktail de certains pesticides, qu'à l'époque, on avait fait ça avec l'association Génération Future, donc ils nous avaient demandé de voir si on pouvait mettre en évidence l'effet cocktail de pesticides trouvés dans du raisin de table. Voilà, c'est ce que nous avions fait, nous avions trouvé. Alors, ça c'était ce que je voulais vous dire pour la toxicologie. Donc, vous voyez qu'il existe, on peut très bien faire de la toxicologie fiable sans animaux, et
on devrait même la faire sans animaux pour qu'elle soit fiable. Après, pour la recherche appliquée, donc, il y a une chose à avoir en tête déjà, c'est qu'une maladie, donc la recherche appliquée, je vous rappelle, hein, l'objet c'est de trouver des thérapies pour les maladies humaines. Une maladie, ça commence souvent par le dysfonctionnement d'une cellule, enfin d'un groupe cellulaire. Donc on peut avoir énormément de données en partant du plus petit et en allant vers le plus intégré. Donc déjà, étudier les molécules, étudier les gènes, étudier les cellules humaines, bien sûr. Tout ça est tout à fait possible de façon parfaitement éthique. Maintenant, il y a des cellules souches qui sont des outils de recherche formidables. Je ne vous parle pas de cellules souches embryonnaires, je vous parle de cellules souches obtenues chez des adultes, donc encore une fois sans aucun problème éthique. De là, on peut passer au tissu. Maintenant, il est possible de créer ce qu'on appelle des mini-organes ou des organoïdes. Donc, c'est des façons de cultiver des cellules d'une façon particulière qui arrivent à refaire des structures qui ont les propriétés de l'organe qui existe dans le corps humain. Il y a comme ça des mini-intestins, des mini-cerveaux qui sont utilisés en particulier pour tester des médicaments. Il y a le domaine de la microfluidique et qui permet maintenant de faire des cultures de cellules en 3 dimensions. Alors, quand on vous dit que une culture de cellules, c'est pas très sophistiqué, c'est de moins en moins vrai parce qu'on arrive maintenant à faire des cultures de cellules qui ressemblent de plus en plus à ce qui se passe dans l'organisme humain. On peut cultiver différents types de cellules dans la même boîte. L'organisme humain a à peu près 140 types cellulaires différents et on peut toutes les mettre en culture. Et on peut cultiver ensemble certaines cellules qui se trouvent ensemble dans l'organisme. On peut reconstituer des cultures cellulaires qui ont une épaisseur. Par exemple, il y a des modèles de culture de cellules qui reproduisent ce qui se passe dans le poumon, où vous avez un compartiment, vous avez plusieurs couches de cellules, et la couche supérieure est en contact avec l'air, et on peut étudier comme ça les échanges gazeux qui se font entre ce compartiment aérien et les cellules qui, elles, baignent dans un liquide physiologique qui se trouve en dessous. Il y a des systèmes de micropompes qui permettent donc de faire circuler le tissu nutritif et donc qui permettent de mimer ce qui se passe dans l'organisme humain quand le sang circule dans l'organisme et apporte les nutriments et emporte les déchets produits par les cellules. Donc c'est quelque chose qui devient extrêmement complexe et on arrive ainsi à produire ce qu'on appelle les organes sur puce et on va vers quelque chose qu'on appelle maintenant l'humain sur puce. C'est peut-être un peu caricatural de l'appeler comme ça, mais il y a dans le livre que je viens de vous montrer une communication de l'Institut national de la santé états-unien, dont les chercheurs travaillent à reproduire une dizaine d'organes et de tissus humains interconnectés, donc avec ces systèmes de cellules, de culture de cellules sophistiquées, de co-culture, de culture irriguée, comme la vascularisation, comme le système sanguin humain. Et donc on se rapproche de plus en plus de modèles qui peuvent reproduire de façon assez précise ce qui peut se passer du moins pour tester des médicaments dans un organisme humain. On peut reproduire comme ça la circulation d'une substance chimique de la façon dont elle se déplacerait dans l'organisme humain. Tout ça, c'est des méthodes in vitro. Ensuite, il est possible d'obtenir des données
sur l'homme, donc à partir d'études cliniques, donc tout ce qui est publié suite à des études de patients qui sont faites pour à des fins diagnostiques ou pour essayer de guérir le patient. Donc tout ça donne lieu à des publications et on peut utiliser donc toutes ces études-là pour mieux comprendre ce qui se passe dans telle ou telle maladie. Il y a tout ce qui relève de l'épidémiologie, de l'imagerie médicale. L'imagerie qui est utilisée à des fins diagnostiques, elle peut aussi être utilisée pour de la recherche. Il y a comme ça, en neurologie notamment, il y a beaucoup de publications sur des êtres humains qui sont volontaires pour être étudiés par des scanners, des appareils d'IRM, etc., à des fins de recherche, des personnes saines. Et d'ailleurs, il y a tout un domaine qui est en train de naître, qui s'appelle la neuroéthique, parce qu'il se trouve que parfois, au cours de ces recherches, un chercheur, il arrive qu'il voit chez une personne qui se prête comme ça comme cobaye, qu'il détecte quelque chose qui ne va pas dans le cerveau. Alors là, ça pose des problèmes aux chercheurs. Est-ce qu'il faut dire à cette personne qu'elle peut avoir quelque chose qui n'est pas normal, parce que ces appareils d'imagerie pour la recherche parfois sont moins précis que ce qu'on utilise en diagnostic. Mais bon, ça pose des problèmes éthiques, mais ça permet d'obtenir des données qui s'appliquent directement à la physiologie humaine, puisque c'est fait sur l'homme par des méthodes bien sûr non invasives et parfaitement éthiques pour l'être humain. Après, donc la quatrième catégorie, c'est la recherche fondamentale. Alors là, c'est compliqué pour une autre raison. C'est pas que la loi impose quelque chose. Le chercheur, là, c'est une question qui relève plus de l'éthique que de la science et que de la réglementation. Parce que la recherche fondamentale, donc, ça n'a pas pour but d'être appliqué à l'homme. Et donc, il y a des chercheurs qui vous disent « Oui, mais moi, le sujet que je vais étudier, je ne peux pas le faire autrement que sur des animaux. » Et pour moi, en tant que chercheur, je ne peux pas donner entièrement tort. Si la personne me dit « Voilà, moi, j'ai prévu d'étudier ça, il n'y a pas de méthode alternative, je ne peux pas remplacer ma recherche sur des animaux par autre chose. » Alors, je vous donne un exemple que je citais dans mon livre, là. Il y a une étude, c'est un exemple parmi des centaines, des milliers d'exemples possibles. Il y avait une étude où les chercheurs avaient sacrifié 3 chats et 10 rats, ou l'inverse, je ne sais plus, pour étudier l'innervation des vibrisses. Vous savez tous ce que sont que les vibrisses, je suppose. Non. Les vibrisses, c'est les personnes qui ont des chats doivent savoir. Donc ce sont les moustaches des chats et des rats, qui ont la particularité que l'animal peut les orienter. Donc ce sont souvent des animaux nocturnes et c'est un organe qui permet de voir si on frôle, de sentir justement si on frôle un obstacle ou si on a un courant d'air ou quelque chose. Et bien, c'est sûr qu'étudier l'innervation des vibrisses sur des cellules humaines, c'est pas possible. Hein. Les hommes, il y a des hommes qui ont des moustaches, mais je ne sache pas que les hommes aient des vibrisses, donc alors là, la question qui se pose, à mon avis, elle ne devrait pas être posée aux chercheurs, parce que les chercheurs, là, se trouvent en situation de juge et partie. C'est-à-dire, si vous demandez à un chercheur est-ce qu'il a le droit de sacrifier 10 chats et 3 rats pour ça, visiblement, les chercheurs qui l'ont fait, ils ont dit oui, on a le droit, puisqu'on veut étudier ça et ça ne peut pas se faire autrement. Moi, je considère que c'est une question qui devrait être posée à la société. Et il faudrait que la société tout entière puisse intervenir sur ce débat et décider jusqu'à quel point ou avec quelle méthode on peut laisser faire de la recherche fondamentale
Et si on veut laisser faire de la recherche fondamentale sur des animaux, alors que ça peut impliquer de la souffrance, même s'il n'y a pas de méthode substitutive. Vous avez peut-être vu ce livre, Profession animale de laboratoire, Audrey Jougla. Elle a fait une enquête et elle s'est intéressée à des recherches fondamentales et elle raconte comment elle a rencontré des chercheurs qui expérimentent sur des singes pour de la recherche fondamentale. Donc ça peut être, je n'en dirai pas plus pour s'il y a des personnes sensibles dans la salle, mais c'est de la recherche qui peut provoquer de la souffrance sur des animaux et qui souvent ne peut pas aboutir à des améliorations pour la santé humaine. Il y avait une étude qui a été publiée dont j'avais la référence quelque part. En 2003, dans le journal l'American Journal de Medicine, où des chercheurs ont montré que sur 25 000 articles, 0,004% avaient conduit à un médicament, à la mise au point d'un médicament utile en médecine humaine. Donc, vous voyez, la recherche fondamentale, ça consomme pourtant beaucoup d'animaux, je n'ai pas les chiffres en tête, mais ça implique, c'est une grande proportion des animaux utilisés le sont pour la recherche fondamentale, avec une possibilité d'aboutir à des améliorations pour la santé humaine dans 0,004%. Donc ça, ce sont des chiffres qui devraient être connus par le grand public et posés aux personnes qui sont responsables de la réglementation, parce que voilà, ça ne devrait pas être aux chercheurs, selon mon opinion, ça ne devrait pas être aux chercheurs de savoir s'ils ont le droit ou pas de faire ce genre de recherche. Là, je ne peux pas vous dire oui, il existe des méthodes alternatives pour tout, ce n'est pas vrai, mais est-ce qu'on a le droit de faire ça? Antidote ne répond pas, puisque nous ne prononçons que sur les aspects scientifiques de cette question, donc moi je ne vais pas donner de réponse là-dessus. Alors, l'expérimentation animale, jusqu'à quand est-ce que ça va perdurer? Jusqu'à quand y aura-t-il ce mal inutile? J'ai pas de boule de cristal, mais il y a quelque chose qui m'a fait plaisir, que je voulais vous communiquer, c'est l'initiative Stop Vivisection. Moi, j'estime que ça a quand même fait avancer les choses, même si la Commission européenne a rejeté ce que nous demandions le 3 juin 2015. Il y a quand même eu un mouvement, peut-être une prise de conscience, oui. Dans certains magazines scientifiques, il y a eu ce titre, les chercheurs ont été paniqués par l'initiative européenne Stop Vivisection, donc on a quand même réussi à inquiéter les personnes qui utilisent des animaux. Bon, ça n'a été qu'un titre dans des revues, c'est sûr qu'ils ont contre-attaqué vigoureusement, mais quand même, Antidote existe depuis 2004 et nous constatons qu'il y a quand même un rapport différent avec les médias. Les médias commencent à relayer nos arguments dans le sens où nous disons que l'expérimentation animale devrait faire l'objet d'un débat scientifique public. Ça n'est pas qu'une question de défense animale, ce n'est pas que de dire est-ce qu'on a le droit ou pas d'utiliser des animaux. Il faut aussi se demander si ces expériences sont utiles pour l'homme, auquel cas il me semble que le bon sens, si le débat conclut qu'elles ne sont pas utiles, à mon avis, le bon sens commandera d'arrêter ces expériences. Et ce débat scientifique est quelque chose qui n'a jamais eu lieu. Il a été demandé par des associations, notamment en Angleterre, il y a une proposition parlementaire qui a été déposée suite à une action de notre association partenaire là-bas qui s'appelle Safer Medicines, qui avait reçu un certain nombre de signatures de députés
britannique. Il y a eu des ébauches comme ça, mais ça n'a jamais vraiment été fait. Et c'est vraiment ce que Antidote demande avec le plus de force, c'est qu'il y ait un débat scientifique et que, par exemple, la directive 2010 ne dise plus l'expérimentation animale est toujours nécessaire, parce que pour nous c'est une phrase, ça, qui est dénuée de tout fondement scientifique et qui pourtant détermine les autres lois qui imposent l'expérimentation animale. Donc c'est très important qu'il y ait ce débat et nous commençons à sentir que les médias deviennent sensibles à notre argumentation. Quelque chose qui donne de l'espoir aussi, c'est que les responsables politiques commencent à nous écouter. Michel Rivasi, en particulier en France, pour les députés français, nous a aidés à organiser une conférence au Parlement européen pour Stop Vivisection. On a présenté au moins 2 conférences au Parlement européen et puis d'autres événements. Antidote Europe participe aussi, bon ça c'est en dehors de Stop Vivisection, nous participons à un groupe de travail créé par les députés Laurence Abeille et Geneviève Gaillard à l'Assemblée nationale. Ça concerne tous les aspects de la protection animale, peut-être que vous êtes au courant, dont l'expérimentation animale. Donc Antidote participe au groupe de travail consacré à l'expérimentation animale. C'est une initiative qui est partie de ces 2 députés. Ce n'est pas nous qui les avons sollicités, ce sont ces 2 députés qui sont venus nous chercher. Donc il y a une meilleure écoute et il commence à y avoir une demande d'information de la part des responsables politiques. En Italie, il y a un parti qui s'appelle le mouvement 5 étoiles, qui est très sensible à ce que nous disons, donc il nous a beaucoup aidés dans le cadre de Stop Vivisection et qui continue. Ils sont plusieurs députés au Parlement italien et le 14 mars dernier, ils avaient organisé une conférence suite à une demande qu'ils ont déposée auprès du Sénat italien pour que le budget alloué aux méthodes alternatives soit augmenté. Et le président et le directeur d'Antidote Europe, donc Claude Reiss et André Ménache, ont participé à cette conférence qui a duré au total 4 heures. Il n'y avait pas que nous, il y avait beaucoup de scientifiques et de chercheurs opposés pour des raisons scientifiques à l'expérimentation animale. Il y a un film, une petite vidéo d'une douzaine de minutes dont le lien est sur notre site, qui a été faite, qui reprend un peu, si vous vous intéressez à ce sujet, moi je vous recommande de voir ça. C'est un film réalisé par certains réalisateurs qui s'appelle Dakota Langlois, et donc vous trouverez le lien dans notre rubrique dans les médias. En France, c'est moins évident. Le mouvement 5 étoiles aux États-Unis, il a déjà des députés, donc il peut déjà agir au niveau qui est possible du point de vue politique. En France, ça va un peu moins vite, mais en particulier Antidote a déjà été sollicité par Europe Écologie Les Verts et par l'Alliance écologiste indépendante, donc ça fait déjà des partis qui vont se présenter aux élections en 2017. Donc on commence à voir, et ce qui est bien, c'est que ce sont vraiment eux, les politiques, les responsables politiques qui sont demandeurs, qui viennent vers nous, qui nous demandent ces informations. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour aider tout ça, pour aider à cette évolution? C'est difficile pour l'expérimentation animale, pour d'autres, pour le végétarisme c'est plus simple, pour protéger les animaux. Moi je trouve que manger bio par exemple c'est une action concrète parce que tous les produits qui ne sont pas bio, ça contient des pesticides, ça contient des additifs alimentaires. Et tous ces produits ont pu être testés sur des animaux. Donc si tout le monde mangeait bio, ça ferait autant de substances chimiques qui seraient plus produites et qui seraient plus testées sur des animaux. Pour les cosmétiques, il y a des listes. Antidote ne publie pas les listes des marques qui ne testent pas sur des animaux, mais vous les trouverez sur le site de l'association One Voice par exemple.
Je vous disais, en 2017, il y aura des élections, donc il faut en profiter pour justement interpeller tous les candidats qui vont se présenter, aussi bien à la présidentielle qu'aux élections législatives. Aux législatives, c'est peut-être plus facile parce que ce sont des personnes qui seront plus proches de vous. Donc il faut alerter tous ces candidats qu'il existe des moyens de se passer de l'expérimentation animale et que ça ferait le plus grand bien à la santé humaine. N'hésitez pas à écrire, à envoyer des Twitter, enfin tout ce qu'il est possible de faire pour que justement les personnes qui vont être élues prennent conscience qu'il y a une réelle conscience dans le public et une demande de méthodes modernes. Et vous pouvez aussi informer à tous les niveaux autour de vous, donc informer toutes les personnes que vous connaissez en vous inscrivant sur notre page Facebook, en faisant connaître notre site. Là, pour ceux qui aiment la documentation papier, vous avez des dépliants. Vous avez là-bas des choses qui sont gratuites, n'hésitez pas à prendre. Et puis là, nous avons des choses, si vous voulez mieux maîtriser nos arguments que nous proposons à la vente, vous pouvez adhérer évidemment si vous le souhaitez. Donc surtout, si vous voulez mieux connaître ce que fait Antidote, je vous recommande les rubriques dans les médias, conférences et lobby sur notre site. Voilà. Et il y a une façon aussi qu'on peut mettre en œuvre pour mieux maîtriser sa santé. On peut plutôt que d'essayer d'attendre des thérapies qui vont encore tarder à venir parce qu'on continuera à les essayer sur des rats. Il faut savoir que la santé, ça peut s'apprendre aussi. Donc tout ce qui consiste à mieux gérer notre propre santé, c'est aussi une démarche pour aller vers une meilleure santé pour soi déjà et de façon générale. Voilà, et donc maintenant je vais vous laisser la parole s'il y a des questions. Je vous remercie pour votre attention.